Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision, vous savez justement comment nous recevoir. Pour l'instant, nous sommes sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et vous n'avez qu'à liker nos pages. Tout de suite, vous aurez des notifications lorsque nous diffuserons. Notre grande interrogation du jour, Tchad, démission de shérif Mahamat Zéné, des lézardes dans la transition. C'est notre grande interrogation. Tchad, démission de shérif Mahamat Zéné, des lézardes dans la transition. C'est notre grande interrogation. Pourquoi d'ailleurs nous nous interrogeons sur ce cas ce matin? Eh bien, c'est à cause de sa lettre de démission que nous allons vous lire dans un instant. République du Tchad, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. C'est le ministre Unité Travail Progrès, le 19 septembre 2022, à monsieur le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, sous couvert, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition, N'Djamena. Monsieur le Président, je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de ministre des Affaires étrangères que j'exerce depuis le 2 mai 2021 au sein du gouvernement de transition. À cet instant où je me suis résolu de vous présenter ma démission du gouvernement, je tiens à vous dire combien j'ai été sensible à l'honneur d'en faire partie, combien m'a passionné l'œuvre accomplie aux côtés de mes autres collègues et combien m'a préoccupé la réussite de la lourde mission à moi confiée en cette période de transition pleine de défis et d'incertitudes pour notre cher pays, le Tchad, dont l'avenir préoccupe aujourd'hui plus que jamais l'ensemble des Tchadiens. Depuis quelques mois, mon engagement et ma volonté de servir mon pays se trouvent entraînés et surtout contrariés par des initiatives et actions parallèles de certains membres de notre cabinet, de votre cabinet et du gouvernement, entreprises à mon insu et sur vos instructions. Ces initiatives et interférences répétitives et intempestives ne visent qu'à entraver l'exercice de mes fonctions et empiéter sur les prérogatives qui sont celles de mon département, telles que définies dans le décret numéro 058-PCMT-PMT-2021 du 15 juin 2021 portant structure générale du gouvernement et attribution de ses membres. Devant une situation aussi malsaine que confuse et inacceptable, entretenue à dessein et dépouillant le département que je dirige de toutes ses prérogatives et me réduisant à un simple figurant, il me paraît ni opportun ni responsable de continuer à occuper mon poste. Je vous prie d'agréer, monsieur le président du Conseil militaire de transition, l'expression de ma très haute considération. C'est signé Shérif Mahamat Zéné. Vous l'avez très bien compris. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Tchad, démission de shérif Mahamat Zéné, des lézardes dans la transition. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene qui est avec nous ce matin pour répondre justement à ces questions. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngos, bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricanist TV. C'est toujours un plaisir, un honneur d'être ici devant vous. Très heureux de vous avoir d'ailleurs sur notre plateau encore aujourd'hui, Jonathan Matengene. Et nous nous interrogeons justement sur le cas de la démission de monsieur le ministre, on va le dire comme ça, ex-ministre désormais des Affaires étrangères du Tchad, et qui dit dans sa lettre qu'il ne comprend pas ce qui se passe justement dans ce ministère. On l'a réduit à de simples prérogatives. Monsieur Shérif Mahamat Zéné est certainement en train de vivre la frustration que beaucoup d'anciens proches collaborateurs du défunt maréchal Idriss Déby Itno, dont nous gardons une révérence particulière au grand maréchal panafricaniste. Il est en train de vivre une frustration que tous ces derniers subissent depuis son départ malheureux. Vous savez que à l'arrivée du général Mahamat, il a tenu à réorganiser le dispositif autour de lui et exécutif au niveau du Tchad. Il a mis comme ça des fidèles à lui qui contrôlent les instances désormais stratégiques, y compris les relations étrangères. C'est ainsi que
dans le cadre de la visite qu'il avait organisée d'un de ses émissaires à Yaoundé avant l'ouverture du dialogue national inclusif. Il a désigné un émissaire qui n'était pas au ministère des Affaires étrangères. Il a désigné quelqu'un qui était plutôt dans le cadre du ministère de l'économie, des finances. Donc, quelqu'un qui s'occupe beaucoup plus des questions économiques se retrouvait à aller porter la parole du président à l'extérieur. Donc, monsieur, ça avait paru suspect, ou du moins bizarre, parce que dans de telles situations, le ministère des Affaires étrangères accompagne l'autre ministre pour que l'on ait une commission, l'on ait deux voix, du moins celle autorisée à l'étranger et celle qui porte le message dans le cadre d'une mission spéciale auprès de l'État ami. Ce n'est pas ce qui s'est passé, il a envoyé uniquement ce ministre. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères était empêché? C'était posé la question. Non, du tout. Il n'a pas été empêché. Est-ce qu'il était souffrant? Donc, dans de telles conditions, vous voyez que ce dernier, peut-être c'était l'arbre qui finalement dévoilait la forêt et venait mettre à jour un ensemble de dissensions. Mais Mahamat Zein, c'est un cadre qui a servi loyalement le président Idriss Déby Itno. Il faut reconnaître qu'il a servi ce gouvernement en tant que ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2020. Et il a ensuite été promu en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que le président Idriss Déby Itno voyait dans cet homme un technocrate accompli. Et c'est quelqu'un à qui on prêtait un certain rapprochement avec la Russie. Parce que c'est quelqu'un qui a été formé à l'université de Kiev. Il a fait ses études là-bas et il est très russophone. On sait que dans les dernières années, de la lutte contre le Boko Haram, du moins dans les grandes ripostes de l'armée tchadienne contre le Boko Haram, ils ont fait recours aux hélicoptères Mi-24 de la Russie et aux Sukhoi 25 qui sont devenus les avions de chasse de l'armée tchadienne. Donc certainement Mahamat Zein, qui a été perçu pendant un moment comme étant l'homme de Moscou, l'un des hommes de Moscou au sein du gouvernement tchadien, était entré en disgrâce. Et ça laisse interrogateur et songeur sur la nature de ce gouvernement tchadien de transition qui était arrivé avec une certaine once de crédibilité, ou du moins un certain scepticisme au niveau de l'opinion internationale, mais qui finalement se saborde en adoptant une posture tout à fait claire de plus en plus au niveau international, parce que si on voit partir un ministre qui est réputé être très russophone, très russophile, ça veut dire qu'il y a des positions de plus en plus claires qui sont en train d'être prises au sein de ce gouvernement de transition. Est-ce à dire aujourd'hui que l'homme fort du côté du Tchad est lui francophile que russophone? Ou alors russophile, si vous voulez que j'utilise justement le terme. on pourrait dire qu'il est francophile parce que le président Mahamat, c'est quand même le général que le président, le maréchal Idriss Déby a envoyé dans le cadre de la force du G5 Sahel pour diriger les opérations de l'armée tchadienne. C'est lui qui les a portés, qui a dirigé les opérations au niveau du Sahel, malien et burkinabé et nigérien, mais particulièrement malien. La traque et la mort de Mokhtar Bek Mokhtar, c'était les équipes du général Mahamat. Alors aujourd'hui, le général Mahamat, se serait-il lié d'amitié d'amitié particulière avec les Français au point de devenir leur homme sur la sous-région? C'est tout à fait ce que laisse croire les faits. Surtout que il y a de cela 7 jours, donc la semaine dernière, le président au Tchad, des Bozizé qui séjournent
à N'Djamena, c'est encore bizarre. L'ex-président centrafricain. Ah, ça, l'ex-président francophile. Oui. Lui-même, il sait qu'il est désormais, il le dit à Mondovision, qu'il veut revenir au pouvoir. Donc, il est l'homme de Paris pour la RCA. Il vit à N'Djamena. Donc, ça montre déjà que N'Djamena semble être un terrain assez fertile pour les francophiles. Donc, N'Djamena, clairement en train de devenir le terrain de la France-Afrique. Et Bozizé a reçu, il y a de cela 7 jours, de l'argent des services secrets français pour remettre en laisse sa rébellion sur la RCA. L'opération est désormais connue. Nous le disons parce que cette opération est désormais connue. Et les intermédiaires tchadiens se sont portés volontaires pour constituer une rébellion de mercenaires qui devrait être cooptée entre le Tchad et le Soudan. Voilà. Pour déstabiliser la République centrafricaine. Pour déstabiliser la République centrafricaine. C'est ça le projet actuellement. Et il fallait écarter des hommes qui sont susceptibles de créer, de sonner un son de cloche différent. Et le ministre Chéri Mahamat Zen, c'est dans ce cadre qu'il a été certainement de plus en plus écarté. Vous voyez qu'avec de telles manœuvres où la DGSE française est impliquée, où des mercenaires sont cooptés, ça demande beaucoup de travail au niveau de la diplomatie. Or, puisque le ministre Mahamat Zen n'est pas un francophile reconnu, oui. Il fallait tout faire à son insu. Donc, certainement, pour mener ces activités qui ne sont pas du goût de cet homme de caractère, on a dû davantage l'écarter pour faire les choses à leur manière. Est-ce que Mahamat Idriss Déby a oublié que son père, Idriss Déby Itno, avait justement rompu ses relations avec la France et déclaré d'ailleurs haut et fort que si le Tchad vivait dans les problèmes, c'était justement à cause de la France? L'a-t-il oublié? Ou finalement s'est-il couché? S'est-il couché? A-t-il oublié? A-t-il trahi? Je crois qu'il a trahi. Il a trahi son père. Il a trahi son père. Au départ, on avait encore des doutes, mais il est clair que de plus en plus, on voit que le général Mahamat a trahi son père. Il a trahi son père, c'est des signes visibles. Oui. Quand vous regardez cette rébellion même du FACT, son mode opératoire, celui qui était chargé de la stopper, c'était le général Mahamat. C'est lui qui a été ramené du front sahélien, du front malien, pour venir mener les opérations d'abord au sud-est, au nord-est du Mali, puis il est revenu de plus en plus au nord du Mali, puis un peu plus au nord-est. Mais chaque fois, selon des indiscrétions, il avait rassuré son père qu'il en avait fini avec le FACT, que désormais... Et puis, le FACT revenait plusieurs jours après, encore plus armé, plus nombreux, plus... Donc, il a trahi son père, ça il faut le dire. Il a trahi son père. Son père est mort, certainement parce que son père lui a fait aussi beaucoup confiance. Il lui a fait beaucoup confiance, et il en est mort. Aujourd'hui, cette mort, il est carrément en train de la désacraliser avec les actions qu'il mène. D'abord, ses postures. Oui. Ses postures. Le dialogue qu'il a initié, nous étions d'accord que oui, il faut quand même un dialogue, mais pas à tous les prix, pas à certains prix. Vous n'allez pas accepter de dialoguer avec les éléments du Qatar au Qatar. C'est quand même un peu aberrant. Vous n'allez pas accepter de faire la paix chez votre ennemi. Il peut vous égorger. S'il faut faire la paix, il faut trouver un intermédiaire qui est neutre. Oui. Et comment est-ce que le Qatar, qui est déjà partie prenante, c'est-à-dire l'un des sponsors du FACT, pouvait abriter le pré-dialogue, les éléments de pré-dialogue? Donc, le fait que le général Mahamat ait décidé d'y aller, c'était une mise en confiance qui laissait interrogateur, laissait tous les observateurs un peu sur leur soif.
on se posait la question, pourquoi? Pourquoi il fait confiance aux Qataris? Pourtant, son père n'était pas prêt à faire confiance à ces gens. Pourquoi? Peut-être que finalement, c'est parce qu'il connaît beaucoup mieux les Qataris que son père. Peut-être que finalement, il les connaît beaucoup mieux. Et il comptait certainement sur les éléments informels de son pouvoir de dissuasion pour amener le FACT à plier les Chines. Et peut-être qu'à la fin, c'est les Qataris qui l'ont mené en bateau. Et finalement, le dialogue, le pré-dialogue a accouché d'une souris. Le FACT ne participe pas. Et la France a continué de le malmener en mettant par exemple le front politique en éveil avec Success Masra et un ensemble d'organisations qui sont là, qui sont capables de manifester à tout moment. Aujourd'hui, il est véritablement fragilisé. S'il avait cru à un certain moment qu'il aurait la possibilité de gérer le Tchad en toute autonomie, aujourd'hui, il est pris en tenaille. Il n'a même plus la possibilité, il n'a plus la marge de manœuvre que son père avait au niveau du Tchad. Il a perdu toute autonomie. Le départ du ministre Mahamat Zeine, c'est un signal fort. C'est un signal fort pour les panafricanistes, mais aussi pour le peuple tchadien. C'est un signal que la situation du Tchad est davantage hypothéquée désormais. Pourtant, il y a quelques mois encore, on a vu des marches du côté de N'Djamena au Tchad et surtout, les manifestants brandissaient des drapeaux russes et réclamant le départ de la France. Oui, ça c'est les populations manifestent, présentent les drapeaux russes, mais qui derrière instrumentalise tout cela? Il faut voir les acteurs derrière. Les acteurs ne sont pas des acteurs assez crédibles du point de vue panafricaniste. C'est des acteurs qui ont pour tribune, dès qu'ils manifestent, RFI, France 24. Vous savez, M. Ngos, que si vous êtes panafricaniste, ce n'est pas RFI qui sera le premier média à venir vous interroger. Du tout. Donc, c'est des acteurs qui ont pour tribune les médias de propagande du Quai d'Orsay. Donc, c'est des manifestations qui sont instrumentalisées par le Quai d'Orsay. C'est des stratégies de contre-insurrection qui sont utilisées par la DGSE. Et malheureusement, les Tchadiens, n'ayant pas d'autre recours, croient aux épouvantails qui sont agités devant eux. Ils y croient. Que dire? On n'y peut rien si on est de ce côté. Mais il faut espérer que l'ingénierie sociale, parce que l'un des impensés de la stratégie coloniale, c'était le réveil du peuple en Afrique. Oui. Et le réveil du peuple naît parfois de sursauts d'individus qu'on n'espérait pas. Parfois, on croit avoir saturé l'espace public et il y a comme ça un individu qui sort de nulle part et qui réussit à porter le flambeau à un niveau inespéré. Donc, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Le Tchad est au sort de l'inconnu. Il faut que des acteurs tchadiens, patriotes, véritablement patriotes, qui ne le font pas pour la famine, pour des questions de vente, ou bien pour simplement se rendre intéressant, que des acteurs de la sorte, convaincus et convaincants, se dégagent avec une vision, se dégagent avec une volonté de porter l'héritage d'Idriss Déby Itno, parce que le maréchal Idriss Déby Itno a innové au Tchad. Il a d'abord été celui qui a servi la France, mais après il a décidé, alors qu'il n'y avait pas trop de références qu'il aurait engagées dans le combat panafricaniste dans son espace, il a décidé de s'engager dans ce combat, il a porté le combat. Il faut qu'il y ait, que ce soit dans l'armée ou bien même dans la vie civile, des acteurs qui aient à cœur de relever le patrimoine immatériel d'Idriss Déby, cet héritage idéologique qui nécessairement peut aider les Tchadiens. Mais à l'allure où c'est parti, le CNT n'a pas seulement, il a posé un acte qui va remettre en question sa crédibilité au niveau tant international que national. Revenons justement à cette lettre de démission de Cherif Mahamat Zeine. Il dit, je cite, « Depuis quelques mois, mon engagement et ma volonté de servir mon pays se trouvent contrariés par des initiatives et actions parallèles de certains membres de votre cabinet et du gouvernement entreprises à mon insu et sur vos
instructions. Ces initiatives et interférences répétitives et intempestives ne visent qu'à entraver l'exercice de mes fonctions et empiéter sur les prérogatives qui sont celles de mon département, telles que définies par le décret d'ailleurs qui m'a nommé. Pourquoi finalement avoir nommé un ministre qui a d'ailleurs de la carrure, si c'est justement pour venir empiéter sur son travail? Non, quand il est arrivé, le général Mahamat avait besoin d'asseoir son autorité sur un ensemble de personnes de confiance de son père. Il a trouvé des gens qui, par exemple, les généraux de division qu'il a trouvés. Il a dit, c'est avec vous qu'on va gérer l'armée. Les ministres, il a gardé carrément les ministres à leur place parce qu'il voulait éviter au maximum des défections qui auraient pu fragiliser davantage. Donc, il n'avait pas de compétences politiques, ça il faut le reconnaître. Il n'avait pas de compétences politiques, il n'avait même pas d'engagement politique. C'était un militaire, tout court. Un militaire, on ne va pas dire de très forte expérience. Il avait une expérience, c'est vrai, mais quand vous regardez, si vous avez 35 ans et vous êtes déjà général, allez savoir ce qui s'est passé. Voilà, c'est un peu trop tôt l'ascension. Mais on ne doit pas rentrer dans les questions de carrière militaire au Tchad. Mais c'est un peu trop tôt. Et quand il arrive là, est-ce qu'il comprend l'univers politique? Il ne comprend pas. La preuve, il va très vite céder lorsque les manifestations de Succès Masra sont engagées, qui dénoncent la succession dictatoriale. Il va encore tomber dans le piège du dialogue à tout prix, avec l'ouverture d'un dialogue, sans consulter d'ailleurs. Parce que quand vous voyez les éléments du dialogue, ce n'est qu'au lancement du dialogue qu'ils veulent s'entendre sur les modalités de validation des propositions. Comment vous pouvez parler d'une chose dont vous n'avez même pas encore formalisé ou du moins ficelé le processus de fonctionnement? Et vous avez déjà donné un nom à la chose. Il s'appelle Dialogue national inclusif, quelque chose qui n'avait pas de contenu. Ils voulaient juste dialoguer, mais ils n'avaient même pas de contenu. Ça montre qu'ils ne sont même pas allés consulter dans la sous-région. Donc, quand ils viennent voir le président Paul Biya au Cameroun, ils n'avaient pas au préalable pris des informations, les travaux entre les commissions interministérielles, c'est-à-dire la primature au Cameroun, qui a dirigé les travaux de national. Voilà, qui aurait pu leur dire, voilà comment ça s'organise, les commissions, voilà comment on structure les commissions, voilà comment on structure un ensemble d'éléments, voilà. Ils n'avaient pas ça. Ce n'est qu'au lancement du dialogue, 2 jours après, qu'ils ont commencé à parler des mécanismes de la plénière. Donc, ils commencent à s'entendre sur le fonctionnement. Donc, il n'y avait pas une véritable commission technique qui a travaillé en amont et qui a proposé quelque chose qui s'appelle Dialogue national inclusif. Donc, il n'avait pas cette expérience. Et malheureusement, il n'est pas allé chercher l'expérience là où elle existe. Oui. Il est resté sur l'idée, parce que là, il répond un peu au cadre que la France-Afrique nous a toujours vendu. C'est les dialogues après la création d'un gouvernement d'union nationale. C'est vers ça qu'on s'achemine. Parce que tout porte à croire qu'il s'agira de faire un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement d'union nationale, c'est certainement à légitimer une certaine façon de faire, qui finalement ne sera pas l'aspiration du peuple tchadien. Nous avions défendu le dialogue national inclusif dans sa perspective pacificatrice, mais dans cette option-là où elle risque de servir à légitimer un gouvernement qui a des logiques france-africaines, ce sera vraiment la souris, la montagne qui accouche de la souris. Tout sorti justement de cet entretien, Jonathan Batengene, il y a une résolution qui a été déposée à la Chambre des représentants du côté des États-Unis, on appelle LR 7311, qui demandait justement que tout pays africain qui a des amitiés avec la Russie serait l'ennemi de l'Occident. Est-ce pour cela aujourd'hui que le président, on va le dire comme ça, du Conseil militaire de transition du côté du Tchad a poussé vers la sortie son ministre des Affaires étrangères qui, lui, était russophile? Oui, certainement. Vous savez, de plus en plus, les lignes dures sont en train d'être fixées au niveau international. Certainement la France qui le conseille, parce que tout porte à croire que ça, c'est la France qui le conseille. Les experts du Quai d'Orsay sont à la manœuvre. Ils lui ont dit, mais ce monsieur, on ne peut plus continuer avec lui. Vous avez les Sukhoi 25, c'est déjà un peu trop. On vous laisse les MiG-24, les Sukhoi 25.
En passant, vous savez que les Sukhoi U-25, c'est ce qui a inspiré leur fameux Rafale. Donc, vous avez déjà un peu franchi la barre. Donc, maintenant, on essaye de le rediscipliner. Mais pourquoi la France n'assume pas? C'est ça aussi qui est intéressant. Pourquoi la France n'assume pas son parrainage, n'assume pas sa position au niveau du Tchad? C'est parce que aussi la France a compris qu'elle n'a plus la capacité d'être pertinente en Afrique. Et pour nous, c'est un bon signal. Parce que l'interpellation que nous lançons au niveau du peuple tchadien, c'est essayer de réfléchir. Non, ne croyez pas, il n'y a pas Success Masra, il y a des organisations qu'on vous propose. Essayez de réfléchir. Peuple tchadien, militaire tchadien, essayez de réfléchir. Le président Idriss Déby nous avait déjà positionné sur un cap. Maintenant, comment faire pour revenir dans cet élan et aller un peu plus loin? C'est ça la grande question. Vous savez, les Maliens étaient dans la même situation. Ils avaient même des opposants qui faisaient un peu comme Success Masra, qui disaient non à la France-Afrique, non à la France-Afrique. Mais ces opposants étaient financés par la France. D'ailleurs, l'un d'eux, après, je vais taire le nom de ceux à qui il s'est confié, après que Assimi Goïta soit arrivé au pouvoir, décide donc de reprendre sa casquette initiale, c'est-à-dire le France-africain assumé. Et quand il vient le voir pour lui dire, mais depuis quand on se battait, tu nous disais que c'était non à la France. Il dit, non, 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 non. Ce n'était pas ça le plan. C'était pour que nous arrivions au pouvoir. Donc, peuple tchadien, les Maliens ont vécu cela. Et les Maliens, face à cette impasse, ont su se réinventer. Assimi Goïta n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Sachez aussi vous réinventer. Le président actuel, c'est un peu comme les Bandao, c'est Ibeka. C'était un militaire. Sanogo, pardon. Sanogo, c'était un militaire. Mais ils ont réussi à s'en défaire. Ils ont eu Ibeka, Bandao, puis Ibeka. Ils ont fait des coups d'État parce que ces gens ne respectaient pas leurs aspirations. Ils avaient ces opposants factices qui soutenaient la France en sous-main. Mais ils ont su se débarrasser de ces gens. Aujourd'hui, le sort du peuple tchadien est entre ses mains. Les Tchadiens ont la responsabilité de se réinventer. Parce que le Tchad est dans une impasse qui ne peut être résolue que par le peuple tchadien. Non, les gens ne viendront pas de masse. Nous ne viendrons pas du Cameroun pour aller au Tchad, leur dire, bon, voici la bonne personne, faites comme ça. Non. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir le dire dans la rue. On ne va pas venir dire, non, maintenant, le Tchad, au Tchadien, n'écoutez pas ceux qui naissent comme ça. Il y a une génération spontanée, je crois que... On s'en rappelle bien de ces cours-là. Oui, oui. Il n'y a pas de génération spontanée de panafricanistes ou de nationalistes. Prenez le temps, un peu de temps et de sérénité. Militaires, alliez-vous aux civils. Prenez le temps et faites un diagnostic froid de ce que le Tchad est aujourd'hui. Réalisez votre révolution. Réalisez votre révolution sans crainte. Vous allez réussir. La France a échoué au Mali parce que le peuple était décidé. Si le peuple tchadien est décidé, Monsieur Ngos, nous allons nous retrouver ici d'ici la fin d'année en train de parler d'un autre Tchad. Mais actuellement, les dés sont pipés. Le Tchad est en train d'aller dans la mauvaise direction. Nous avons crié gare pendant le pré-dialogue. Nous avons douté pendant le pré-dialogue. Nous avons commencé à soupçonner que ce régime était dans une dérive france-africaine pendant le pré-dialogue. Pendant le dialogue, quand ils ont ouvert le dialogue national et ont envoyé l'émissaire, nous avons essayé de donner les éléments qui pouvaient sauver ce dialogue national inclusif, notamment les éléments de souveraineté qui devaient être valorisés. Mais les signaux qui sont donnés depuis quelques jours montrent que le régime le comité national, le conseil militaire de transition, exact, a un agenda qui n'est pas celui du peuple tchadien. Son agenda est certainement un agenda qui lui est dicté
par un partenaire. Et ce partenaire, c'est la France. Donc, ce gouvernement est en train de prendre la mauvaise direction. Reste au peuple tchadien de prendre ses responsabilités. Merci à vous, Jonathan Matengene, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, merci, M. Ngos. Et surtout, beaucoup de courage à tous les vaillants tchadiens. Levez-vous, peuple de Sao, et prenez votre propre destin. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. C'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Et comme le déclarait Fort, Aimé Césaire dans Caïden retour au pays natal, ma bouche sera la bouche de malheur qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Bonne journée à toutes et à tous.